Français parlent aux Français. Bienvenue sur la radio Bref l'effondrement. Ce podcast existe pour vous laisser la parole. Témoignez vous aussi en nous écrivant un email à brefleffondrement@gmail.com. Cette semaine, Gnomonien partage avec nous son expérience d'autonomie en eau. Il nous raconte pourquoi et comment il s'est lancé dans le forage d'un puits dans son jardin. Merci à lui pour le partage de son expérience et pour ses conseils avisés qui permettront à nombre de personnes de réussir à leur tour une telle installation. Pensez à vous abonner. La parole est à vous. Bonjour à tous. Je remercie déjà la chaîne Bref l'effondrement de me laisser poster ce témoignage et ce retour d'expérience sur les puits piqués. Donc pour me présenter sans être survivaliste ni quoi d'autre, c'est vrai que j'aime bien avoir plusieurs solutions et plusieurs possibilités. Et donc, dans une démarche sécurisante, l'eau est la première ressource dont l'homme ne peut pas se passer. Pour me situer, j'habite dans une petite ville de campagne, une maison tout ce qu'il y a de plus courante, avec un jardin. Donc du coup, pendant des années, bien que raccordé à l'eau potable, j'avais mis en place des récupérateurs d'eau sur la toiture. J'avais environ 1000 litres de récupérateurs d'eau en plusieurs endroits, et je me suis vite rendu compte que en période de sécheresse, ne serait-ce que pour arroser les bordures, la pelouse, ça ne suffisait pas, ça se vidait très très vite. En général, au bout d'un mois et demi, j'étais assez vide au niveau de mes réserves. Si on parlait vraiment dans une autonomie et dans une optique survivaliste, je m'étais dit qu'au final, il y avait une rivière qui était pas très loin, donc il me suffirait d'aller chercher l'eau et de la traiter pour la rendre potable ou tout au moins propre à l'usage domestique. Quand on y réfléchit bien et quand on fait le test d'aller chercher de l'eau à la rivière, à l'énergie dépensée, malgré les filtres, que ce soit toutes les marques qu'on peut avoir, les pastilles micro-pures, on dépense énormément d'énergie à rendre de l'eau potable, que ce soit pour la faire bouillir avec de l'eau de Javel, avec des filtres Berkeley, on dépense beaucoup d'énergie. Donc de plus en plus, je réfléchissais à la possibilité de mettre en place un puits dans mon jardin. Alors une petite parenthèse sur le côté législatif, il faut savoir que creuser un puits dans son jardin est soumis à diverses réglementations. Donc là, après, libre à chacun de faire ce qu'il veut, de consulter, de ne pas consulter, de respecter, ça je laisse chacun juge, mais il faut savoir que creuser un puits est soumis à réglementation. L'autre point, à part le législatif, c'est aussi de savoir où vous en êtes par rapport à la nappe phréatique. Il y a des endroits, elle est plus ou moins profonde. Donc la première chose que j'ai fait, c'est observer autour de moi, et je me suis rendu compte que plusieurs voisins avaient des puits, et mon terrain se trouvait à peu près au milieu du triangle de ces fameux voisins qui avaient des puits. Donc j'avais quand même de bonnes chances d'être au-dessus de la nappe phréatique. J'ai d'abord commencé à me renseigner auprès d'un professionnel, donc qui creusait les puits. Alors, outre l'aspect budgétaire, il y avait aussi le problème d'accès à mon jardin, sachant que la foreuse du professionnel ne pouvait pas accéder à mon jardin avec sa remorque. Donc, j'ai eu une fin de non-recevoir, comme quoi il ne pouvait pas faire. Ensuite, vous avez plusieurs types de puits. Vous pouvez avoir les puits par récupération-infiltration, où là, en fait, vous allez prendre les gros conduits de béton et vous allez creuser vraiment un puits d'un diamètre de 80 à 1,50 m dans votre jardin, dans lequel vous allez enfoncer progressivement les gros tubes de béton et ils vont se remplir soit avec les eaux de pluie, soit par infiltration. Il faut savoir aussi que ce type de puits, ça va être très très lourd à mettre en œuvre et ça va grandement désagréger le jardin. Il va falloir de l'outillage assez lourd. Continuant à me renseigner, je suis tombé sur ce qu'on appelle les puits piqués, notamment chez le fournisseur que vous pourrez trouver facilement sur Internet, qui est pompegrillo.fr. Donc au niveau du puits piqué, vous allez avoir plusieurs possibilités pour le mettre en œuvre. Mais vraiment, l'important, ce qu'il va falloir réfléchir bien en amont, c'est à quel emplacement et vraiment vous renseigner au maximum. Pour vous donner un exemple, mon beau-père, quand il a acheté sa maison, n'avait pas de raccord à l'eau courante. Il a dû s'y reprendre à 3 fois pour obtenir un forage qui tombe dans la nappe phréatique avec un puits piqué. La problématique du puits piqué, c'est qu'elle est simple à mettre en œuvre, mais à chaque fois que vous allez envoyer la lance et les tubes dans la terre, dans le sol, si vous tombez sur une pierre ou si vous loupez, vous ne pourrez pas récupérer le matériel. Il faudra réinvestir. Ensuite, il y a malheureusement des terrains où la nappe phréatique n'est pas en dessous ou beaucoup trop loin. J'ai un collègue qui a essayé sur un terrain de loisirs, ils ont fait jusqu'à 5 tentatives, toutes ont échoué. Donc vraiment, c'est bien se renseigner sur l'emplacement, vérifier les possibilités, car il faut savoir qu'un puits piqué, vous ne pourrez remonter l'eau que jusqu'à une hauteur de 8 mètres. Donc, en gros, il faut que la nappe phréatique soit entre 6 et 8 mètres de votre terrain en profondeur. Maximum 6 à 8 mètres en profondeur. Ensuite, une fois que vous avez choisi l'emplacement, que vous avez déterminé, vous avez commandé le matériel. Donc, vous verrez que les kits sont composés de plusieurs parties. La première, c'est une lance, comme une lance, une pointe perforée.
dans laquelle vous allez verser quelques kilos de gros sel. Parce qu'en fait, quand vous allez enfoncer la pointe dans le sol, le but du gros sel sera d'éviter que la terre ne rentre dans la lance. Et quand la lance atteindra l'eau, l'eau dissolvera le gros sel et l'eau pourra remonter dans les tuyaux. Ensuite, vous aurez donc des raccords femelle-femelle pour visser sur la lance les différents tuyaux que vous allez emmancher au fur et à mesure. Et vous aurez aussi ce qu'on appelle une tête de turc. Désolé pour l'expression, mais c'est comme ça que ça s'appelle, une tête de turc. Il n'y a aucune notion de quoi que ce soit là-dedans. Que vous allez visser en bout de chaque tuyau pour taper dessus pour enfoncer. Soyez déjà vigilants sur l'étanchéité des raccords que vous allez faire. Alors moi, je les ai faits au ruban téflon. Les plombiers considèrent que la filasse a une meilleure étanchéité. Moi, ça fait 4 ans que mon puits est en activité. Je n'ai aucun souci d'étanchéité. Je l'ai fait au téflon. Il y a X tutos sur YouTube qui vous montreront comment mettre du téflon. Ça s'est bien passé. L'autre point aussi, c'est donc vous allez d'abord remplir votre lance de gros sel. Avec un niveau, vous allez la poser bien à la verticale du sol, à l'emplacement que vous aurez ciblé. Vous allez visser un premier raccord femelle-femelle dessus, dans lequel vous allez ensuite visser la tête de turc pour taper. Soyez toujours très attentif que tous les tuyaux que vous emmanchez ou quand vous vissez la tête de turc, tous soient bien au contact à l'intérieur du manchon. Parce que quand vous allez taper, si les deux parties à l'intérieur ne sont pas au contact, la lance sur la tête de turc, la lance sur le premier bout de tube ou le deuxième bout de tube sur le premier bout de tube, quand vous allez taper, en fait, ce qui va se passer, s'il y a un jour à l'intérieur du manchon, vous allez exploser les filets. Et donc, en fait, après, ça tournera dans le vide, vous ne serez plus du tout étanche. Donc, le but, vous installez la lance avec le gros sel bien à la verticale du sol. Faites-vous toujours aider par une deuxième personne qui va tenir la lance bien à la verticale pendant que vous allez taper. Alors, il y a un outil qui s'appelle un safe finger. En fait, c'est un bout de tube avec une sangle. Vous allez passer la sangle autour du tuyau et ça permettra à la personne de bien tenir le tuyau à la verticale en ayant ses mains écartées de 40 à 60 cm de l'endroit où vous allez taper. Parce que dites-vous que vous allez taper pendant des heures, que vous n'êtes pas à l'abri de faire un faux pas, que vous n'êtes pas à l'abri de riper, et donc que vous risquez de blesser la personne qui va vous aider. Et il est vraiment indispensable d'être deux, puisque moi, au bout d'un moment, la personne qui m'aidait a dû s'absenter, j'ai voulu continuer à taper tout seul. Résultat, le tube bougeait et j'ai tout cassé, j'ai été obligé de creuser un trou, refaire les taraudages et les filetages pour remancher un autre bout de tube. Donc surtout, une deuxième personne qui vous tient bien en sécurité, avec un safe finger, et vous-même, ne cherchez pas à aller vite, il faudra taper bien centré, doucement. Si vous sentez que vous fatiguez, faites une pause, parce que le risque d'accident n'est pas négligeable. Donc vous pouvez poser la pointe à la verticale du sol rempli de gros sel, vous vissez avec du ruban téflon ou de la filasse le premier accord femelle-femelle, et vous emmanchez la tête de turc, sans elle, évidemment sans téflon, bien au contact de la lance. Et là, vous allez commencer à taper, jusqu'à ce que votre lance s'enfonce dans le sol. Je ne sais pas si ça a facilité les choses ou si ça a servi à quelque chose, mais moi j'enduisais la lance et les tubes d'huile, de l'huile de tournesol premier prix pour que ça glisse mieux. Quand l'extrémité de votre lance est arrivée à 20 cm du sol, à l'aide de 2 clés à griffes, vous dévissez la tête de turc et vous allez commencer à visser le premier tube que vous aurez préalablement étanchéifié au téflon dans le manchon. Donc là, pareil, vous veillez bien à ce que le premier tube aille bien au contact à l'intérieur du manchon de la lance, qu'il n'y ait pas de jour. Vous revissez la tête de turc à l'extrémité du premier tube, que la tête de turc soit bien au contact du premier tube, et vous recommencez à taper jusqu'à ce que vous enfonciez. Et vous faites ainsi de suite. Premier tube, deuxième tube, troisième tube, quatrième tube. Ce que vous pouvez faire au bout du 3 ou 4e tube, en dévissant la tête de turc, vous pouvez essayer de regarder si de l'eau remonte. Alors moi, pour vérifier si de l'eau remontait, j'avais dans mon garage qui traînait un kit de ramonage. Vous savez, les grandes perches noires avec le hérisson au bout. Donc bien évidemment, je n'ai pas utilisé le hérisson, mais cette perche noire avec tous les tubes, je l'ai emmanchée et je la glissais. Alors, faut pas la faire tomber évidemment. Je la glissais dans les tubes qui étaient déjà dans le sol. Et à un moment, arrivé à 6 mètres, j'ai vu que je la glissais et qu'elle remontait humidifiée et qu'elle remontait même elle-même toute seule, qu'elle flottait. Donc je savais que j'avais atteint la nappe phréatique. Ça peut être un des moyens
de vous rendre compte que vous êtes atteint la nappe phréatique. Soit vous descendez une ficelle avec un poids bien attaché qui ne tombe pas au fond, ou alors une perche ou des tubes de PVC, enfin quelque chose que vous allez pouvoir rentrer dans le premier tube sans le faire tomber, et vous allez vous percevoir quand il va flotter ou remonter humidifié. Donc si on résume le matériel que j'ai utilisé jusque-là, hormis le kit puis piqué qui tourne, alors suivant les versions de kit, entre 1000 et 1500 euros, donc sur pompegriot.fr, ce qui comprendra à ce prix la pompe électrique, on en parlera plus tard. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme matériel ? 2 clés à griffe, du téflon, une masse, un niveau et le fameux outil Safe Finger pour que votre collaborateur ne risque rien au niveau de ses mains. J'ai vu aussi sur internet que certaines personnes créaient en fait un trépied au-dessus de la lance avec une poulie et un poids de 5 à 10 kg qu'ils venaient lâcher sur la lance. L'avantage, c'est que une fois votre trépied fait avec la poulie, vous êtes sûr de bien taper au-dessus, au centre. L'inconvénient, c'est que ça nécessite un peu plus de travail en amont pour préparer ce fameux trépied avec une poulie, une corde et un poids conséquent. Donc moi, je me suis orienté juste sur l'option la plus basique, la masse, le niveau et les petits outils, et vous tapez. Pour vous donner une idée, dans un terrain qui était assez meuble, il me fallait 10 coups de masse en moyenne pour descendre de 2 cm. Et je suis descendu à 8 mètres de profondeur. Car à 6 mètres, j'avais l'eau, mais j'ai préféré redescendre d'1 mètre ou 2 pour avoir une sécurité et être sûr de ne pas être sur la partie haute de la nappe, mais bien sur la partie inférieure. Ce qui fait qu'en cas de sécheresse, j'avais plus de réserve. Comme je l'ai dit au début du témoignage, j'ai eu de la chance. Dans mon cas, la première tentative a été la bonne. Malheureusement, vous pouvez, sur 8 mètres ou sur 6 ou 8 mètres, vous pouvez tomber sur des pierres, sur une grosse roche enterrée, sur d'anciennes fondations. Et là, malheureusement, si à un moment vous sentez que vous tapez, ça ne s'enfonce pas, ça ne s'enfonce plus, vous pouvez continuer d'essayer. Mais au bout d'un moment, si ça ne vient pas, c'est que malheureusement vous êtes tombé sur un obstacle. Donc il vous faudra recommencer ailleurs sur votre terrain. Donc en général, je préconiserais de recommencer à 2 ou 3 mètres de distance pour être sûr de ne pas retomber sur le même obstacle qui a bloqué le premier, sachant que vous ne pourrez bien évidemment pas récupérer la pointe, vous ne pourrez pas récupérer tous les tuyaux qui sont enfoncés. À la limite, vous pourrez peut-être récupérer le dernier tuyau qui était raccordé, mais il vous faudra réinvestir dans une lance, dans les tuyaux. Alors ce n'est pas ce qui coûte le plus cher dans le kit, c'est principalement la pompe électrique et la pompe à main, mais sachez-le, il y a ce risque de perdre une partie du matériel dans votre terrain. Une fois que l'eau est remontée dans votre forage, vous allez commencer par installer le clapet anti-retour qui est fourni dans le kit, et vous allez installer la pompe à main, la même que vous voyez dans la petite maison de la prairie par exemple, voilà. Vous allez donc l'amorcer avec un arrosoir pris sur le réseau d'eau potable et il va vous falloir pomper. Et là, vous allez aussi pomper manuellement pendant quelques heures. Parce que le but, ça va être de créer au bout de la lance qui se trouve dans la nappe phréatique ce qu'on appelle une poche d'eau propre, avec un minimum de sédiments, avec un minimum d'impuretés. Donc forcément, au début, quand vous allez pomper, vous allez sortir de l'eau. Moi, par exemple, j'avais énormément de glaise et de sable. J'avais vraiment une eau qui était jaunâtre, marron, qui était très très loin d'être claire et qui était remplie de sédiments. Et donc toute cette eau, il va falloir la pomper, il va falloir l'évacuer. Donc prévoyez aussi de pouvoir évacuer quelques centaines de litres d'eau au début, qui seront vraiment trop chargés en sédiments pour être utilisables. Bien évidemment, à ce stade-là, ne raccordez pas la pompe électrique, car si vous utilisez la pompe électrique avant d'avoir une eau vraiment très claire, forcément tous les sédiments vont cramer votre pompe électrique. Donc on a pompé, et quand on a commencé à avoir de l'eau claire, j'ai ramené le récupérateur d'eau à proximité de ma pompe pour commencer à récupérer de l'eau dans le récupérateur d'eau. Alors à savoir que souvent les puits piqués, les gens placent les pompes à environ 50 cm, 1 mètre du sol. Moi je l'ai volontairement placé 1,60 m, l'embout de ma pompe, pour pouvoir placer en dessous un récupérateur d'eau de 300 litres. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de pomper à chaque fois, par contre elle est beaucoup plus haute. Le problème d'être beaucoup plus haute comme ceci, c'est que le tube de mon forage est très fragile. Ce sont des tubes qui sont très fragiles et qui vont pas supporter une torsion. Donc il vous faudra fabriquer un pied ou acheter, alors vous avez sur pompegriot.fr, vous avez un pied qui permet de poser les pompes à main dessus, sauf que pour moi dans mon cas elle était trop basse et surtout ça ne vous permet pas de faire la dérivation pour raccorder la pompe électrique par la suite.
Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai creusé tout autour de mon forage 50 cm de chaque côté. J'ai entouré mon forage d'une gaine PVC cannelée que j'avais au préalable fendue. J'ai mis autour du tuyau et je l'ai remaintenu avec des rilslands. J'ai coulé une petite chape de béton dans laquelle j'ai scellé 4 tiges filetées inox avec des raccords femelle-femelle et au-dessus encore 4 tiges filetées inox qui sont venues consolider ma pompe à main. En fait, vous avez le forage, la pompe à main au-dessus et entouré de 4 tiges filetées inox, elles-mêmes scellées dans le béton sous la terre au pied du forage. Ce qui fait qu'en fait, ça permet de régler au fur et à mesure de l'enfoncement du forage, parce qu'il va travailler, il va bouger, de régler la fixation de la pompe et au pire de pouvoir démonter les tiges filetées si je dois intervenir par exemple sur le clapet anti-retour ou si je dois démonter ma pompe manuelle pour remplacer ses joints internes. La première année, je me suis contenté de la pompe manuelle pour être sûr d'avoir une eau qui n'était pas chargée en sédiments. Je pompais manuellement, je remplissais le récupérateur d'eau, j'arrosais mon jardin, le potager et ainsi de suite. La pompe était garantie d'1 an, donc tant pis, j'ai perdu la garantie d'1 an. Et l'été suivant, j'ai raccordé ma pompe électrique sur le T de jonction qui se trouvait entre mon clapet anti-retour et ma pompe manuelle. J'ai amorcé le circuit à la pompe manuelle. J'ai fermé la vanne de la pompe manuelle, ouvert la vanne de la pompe électrique. Donc tout ceci, vous verrez, vous avez des schémas, vous avez des vannes dans les kits, vous avez tout ce qu'il faut. Et pompegriot.fr pourra vous aider par téléphone, vous conseiller à mettre en place votre puits. J'ai mis en route la pompe électrique et là, je pompais de l'eau qui était très claire. Pour en revenir justement au début de la vidéo où je faisais une hypothèse d'aller prélever l'eau dans une rivière, il faut savoir que l'eau dans la rivière, si vous ne voulez pas pourrir vos filtres, il va falloir que vous la laissiez décanter dans un fût, dans un arrosoir, dans un seau pour que le plus gros des sédiments aille au fond et que vous préleviez juste la partie supérieure pour la placer dans vos filtres à eau. Là, moi, l'avantage de ça, c'est d'avoir tourné une année avec une pompe manuelle. J'ai une eau qui est vraiment très claire. C'est-à-dire que je peux remplir une piscine, l'eau est claire comme celle du robinet. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle est potable. Alors, j'ai fait le choix de ne jamais faire analyser l'eau parce que mon réseau, j'utilise toujours le réseau domestique à la maison. Je n'utilise pas l'eau du puits pour autre chose que pour arroser mon potager et la pelouse ou à la limite remplir une petite piscine de temps en temps. Mais que vous ayez une eau claire ne vous dispensera pas de la traiter chimiquement ou par ébullition ou avec des filtres pour la rendre propre vraiment à la consommation ou à la cuisson. Après, pour tout ce qui est usage sanitaire, toilette, prendre votre douche, là, l'eau est vraiment claire, elle n'est pas du tout vaseuse, elle est vraiment très propre. Donc, au final de l'installation, si on résume, on a donc mon récupérateur d'eau, qui est un classique, le bac vert, 300 litres. On a le forage, le puits piqué, qui est donc entouré d'une petite chape de béton dans laquelle sont scellées 4 tiges filetées qui vont aller me maintenir la pompe manuelle, qui est environ à 1,50 m du sol. Avec, donc, on a le puits piqué, le clapet anti-retour, le T de jonction qui va vers la pompe électrique, la partie supérieure du T de jonction qui va vers la pompe manuelle. Et tout ça ne me prend que 1,5 m² sur mon terrain, y compris le support avec le coffrage que j'ai fait pour la pompe électrique à côté. Il faudra surtout être vigilant parce que là, si vous faites toute l'installation en extérieur et même dans un cabanon de jardin qui ne soit pas isolé, il faudra être vraiment attentif au hors-gel. Pensez bien à l'automne, à ouvrir toutes les vannes, à purger votre pompe, y compris le corps de la pompe électrique, vraiment le corps de la pompe électrique, qu'il n'y ait plus d'eau dedans, au risque au printemps suivant, quand vous remettez en route, que quelque chose se soit fondu et que vous soyez bon à recommencer l'installation. Mais ça me permet d'avoir un puits, ça nous a coûté environ 1500 € il y a 4 ou 5 ans. On n'a pas choisi le premier modèle, vraiment premier prix dans les kits proposés sur pompegriot.fr. On a pris le deuxième. À 6 € le mètre cube, je pense qu'on est vite rentabilisé parce que depuis, comme on a eu accès à un point d'eau dans notre jardin, on a augmenté la surface du potager, on a augmenté l'arrosage des bordures et des pelouses et finalement, l'un dans l'autre, ça sera rentabilisé assez rapidement, je pense. Et outre la rentabilité financière, avoir accès à de l'eau dans son jardin sans sortir de chez soi, en cas de coupure du réseau potable, que ce soit dans un contexte juste de travaux sur le réseau d'eau potable ou dans un contexte dégradé, c'est inestimable. Parce que là, vous avez de l'eau sans sortir de chez vous. Bien évidemment, comme évoqué dans une des précédentes vidéos de Bref l'effondrement, si vous décidez de faire des toilettes sèches ou des trous pour évacuer vos déchets humains, ne les faites pas à moins de 10 ou 15 mètres de votre puits. Vous allez contaminer la nappe phréatique. Voilà. Alors,
Je m'excuse des fois pour le caractère hésitant. C'était le premier témoignage que je faisais de cette sorte. Je vais être attentif à la section commentaires pour répondre à vos questions, ou si moi-même j'ai oublié de mentionner des choses et qu'on me pose des questions, je répondrai dans la section commentaires. Mais en tout cas, je remercie vraiment la chaîne Bref l'effondrement de m'avoir laissé la parole, et surtout, je la remercie pour tout son travail, toutes les vidéos que je trouve, quand on voit le nombre de vidéos sur YouTube, qui sont quand même assez pertinentes, assez réalistes et assez concis. Pour le mot de la fin, je dirais donc que ça nous a pris en tout et pour tout pour faire le puits à 8 mètres, juste avec la pompe manuelle, ça nous a pris donc 2 week-ends, 4 grosses journées. Je le répète, veillez bien à choisir le bon emplacement pour votre puits. Veillez bien à ce que quand vous vissiez les tubes ou la tête de turc dans les manchons, tout soit bien en contact à l'intérieur pour éviter d'exploser le filet. Pensez bien très régulièrement à vérifier la verticalité de votre tube ou de la pointe, que vous ne déviez pas en plaçant un niveau sur plusieurs côtés du forage. Prenez votre temps. Prenez le temps de vous reposer. Si vous voyez que vous commencez à taper de travers ou avoir mal au dos, tant pis, faites une pause parce que si vous tapez mal, vous risquez de casser l'ensemble. Et ensuite, je rajouterai au niveau du temps, j'ai dû repasser une journée la saison d'après à installer la pompe électrique, à faire le coffrage, à la raccorder, à la mettre en route. Donc en tout, en une petite semaine, si vous avez de la chance, et pour un budget de 1 500 €, vous avez votre puits dans le jardin, qui peut être relativement discret. Alors après, comme je vous ai dit, vous pouvez remettre un cabanon, un petit toit au-dessus pour le protéger. Ça libre à chacun de l'aménager comme il le désire. Mais l'eau étant la première des ressources nécessaires à l'homme, et quand je vois la consommation que nous avons en usage classique de la vie de tous les jours, même dans un contexte de résilience, l'eau sera importante pour la nourriture, pour l'hygiène. Donc ça, maintenant, si un jour je devais déménager, ce serait vraiment un des critères de choix de ma maison. Je ne veux même plus avoir une mare ou une rivière à proximité, parce que l'eau est souvent vaseuse, elle est chargée de particules, elle est même parfois polluée par des rejets que font certaines personnes, que là, aller capter de l'eau à 6-8 mètres de profondeur, elle est vraiment bien plus claire. Voilà, c'est la fin, j'espère ne rien avoir oublié, et comme dit précédemment, si vous avez des questions dans la section commentaires, n'hésitez pas, je vais suivre la vidéo pendant longtemps afin d'y répondre. Bon courage à vous dans vos travaux.